Avertissement. En raison de la nature des discussions comprises dans ce balado, nous déconseillons cet épisode aux jeunes auditeurs et à toute personne qui pourrait être affectée par les thématiques abordées. Plusieurs ressources sont à votre disposition en cas de besoin, dont le Centre de counseling de l'Université Saint-Paul, les lignes de crise 811 option 2 au Québec et le 988 en Ontario, ainsi que le 911 pour toute urgence. Nous vous encourageons à écouter cet épisode avec discernement et à prendre soin de vous. Bienvenue au balado L'Université Saint-Paul en conversation. Dans ce troisième épisode intitulé Pourquoi on fait tant de tort à l'autre, réflexion sur le viol comme stratégie guerrière et ses impacts sur la communauté, le recteur Louis-Patrick Leroux discute avec Bouma Maïcha, professeur à l'école de counseling de psychothérapie et de spiritualité, sur des sujets complexes concernant les violences et répercussions sur les communautés. Bonne écoute! Pour cette troisième balado de l'Université Saint-Paul en conversation, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Bouma Maïcha, professeur agrégé de counseling et de psychothérapie à l'Université Saint-Paul. Bouma, nous le savons bien, comme le veut l'adage, l'homme est un loup pour l'homme, surtout pour la femme. L'imagination humaine rivalise d'innovation et de solutions, mais elle est tout aussi féconde sur la manière de mener la guerre. Vous êtes psychothérapeute, professeur. Vos recherches portent notamment sur les effets du viol comme arme de guerre, notamment sur le continent africain. Donc, cette pratique me semble bien ancienne, bien brutale. Comment ça se fait qu'elle existe encore? Elle est encore présente. Dites-nous un peu de quoi il s'agit. Ouais. Alors, le viol en temps de guerre, parfois on dit la guerre de viol même, parce que c'est une manière de faire la guerre qui date de depuis longtemps. On peut aller plus loin de 1937, par exemple, pendant la guerre sino-japonaise, avec le viol utilisé à Nanking comme arme de guerre, avec beaucoup d'atrocités. On peut passer par la Deuxième Guerre mondiale avec le viol utilisé sur le continent européen par différentes troupes. On peut aller dans les années 70, notamment au Pakistan. On peut aller dans les années 90 et 2000 et jusqu'à présent dans des pays comme le Rwanda, le Soudan, le Sierra Leone et la République démocratique du Congo. Donc, c'est une arme très efficace qui ne coûte rien et qui malheureusement a beaucoup d'effets au-delà de la personne directement ciblée. Des effets se répercutent sur la communauté de cette personne-là, sur toute une nation et je dirais même sur toute l'humanité parce qu'on est maintenant très interconnectés. Les personnes ne restent plus au même endroit et on se croise de partout. Et ces effets, on les ressent. Oui. Justement, j'allais vous poser la question. Donc, pourquoi en parler ici au Canada aujourd'hui? C'est un sujet qui nous semble parfois très étranger, très à distance. Et pourtant, cet ailleurs, entre guillemets, qui est à distance, existe tout près de nous. Ce sont nos voisins, nos étudiants, nos collègues de travail. Que porte-t-on et comment portons-nous justement ce trauma individuellement, mais aussi sur quelques générations parfois? Exact. Alors, pourquoi en parler au Canada? On peut parler de plusieurs raisons. Vous venez d'évoquer certaines de ces raisons. Parce que le Canada reçoit plusieurs personnes dans le cadre de l'immigration, dans le cadre d'étudiants internationaux. Donc, parmi ces gens, il y a certainement ceux qui ont vécu le viol comme victimes. Et il y en a qui en ont été témoins directs aussi, ou indirects. Mais le Canada participe aussi à plusieurs missions de maintien de la paix à travers le monde. Et va sur place à ces endroits-là. Nous avons des Canadiens qui sont témoins de ces récits directement sur le lieu. Le Canada participe à travers des financements à travers le monde, notamment à travers Affaires mondiales, dans ces pays
Et donc, il y a lieu que le Canada doit s'assurer de ne pas financer ou de ne pas collaborer au moins avec des personnes qui ont été directement auteurs de ce genre de violence. Donc, il y a un aspect d'informer le public canadien, mais il y a aussi un aspect de sensibiliser sur la présence sur notre terre, notre espace, dans notre espace, de personnes qui auraient besoin d'être accompagnées, qui auraient besoin de notre bienveillance, de notre compassion, parce qu'ils ont vraiment subi beaucoup d'atrocités. Et comment ces traces-là se présentent-elles, perdurent-elles chez les individus ici au Canada? C'est-à-dire, comment vivent-ils les effets Mhm, de ces viols sur mhm, eux, sur leurs proches mhm. ou sur leur communauté? Tout d'abord, on peut dire que la présence au Canada constitue un facteur de résilience parce que Mhm. déjà en étant loin de l'espace d'insécurité physique notamment, la personne a plus de chances de s'épanouir, a plus de chances de se prendre ou de se faire accompagner, de se prendre en charge, de se faire accompagner. Mhm. Et donc, c'est une opportunité pour ces gens de se trouver ici. Parfois, ils ne savent pas où aller. Mhm. Parfois, ils ne savent pas où se trouvent les ressources. Donc, parler de ces actes, de ce phénomène ici, c'est aussi nous mettre la puce à l'oreille, nos Canadiens, nos Canadiennes, et dire peut-être votre voisin, peut-être votre voisine aurait besoin de parler de ses affaires. Peut-être vous ne serez pas en mesure de l'assister sur le plan psychologique, mais c'est de faire ce que vous pouvez. On peut assister avec l'écoute, on peut assister en orientant la personne vers des bonnes ressources Mhm. aussi. Donc, est-ce que le Canada donne l'occasion à ces gens de se refaire, de se rétablir? Je dirais oui, il y a plus de chances, Oui. parce que les ressources sont disponibles. Aussi parce que il y a d'autres opportunités, notamment économiques, des opportunités de se développer professionnellement qui peuvent venir contribuer à l'amélioration de la qualité de vie de ces gens et donc qui pourraient apporter une forme de soulagement ou plutôt de renforcer la capacité de résilience de ces de survivants. Et comment donc on peut aider, on peut être sensible et empathique sans forcément provoquer justement ces relents Mhm. traumatiques. Mhm. L'être humain est curieux. On veut bien savoir et parfois on veut trop savoir. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Comment Mhm. on aide? Mhm. Comment on est à l'écoute Mhm. de gens qui ont vécu ces Mhm. expériences? C'est une très bonne question parce que même moi et mes collègues d'ailleurs, dans le contexte de psychothérapie, Oui. nous rappelons toujours que lorsqu'on en parle, les souvenirs peuvent revenir, peuvent Mhm. remonter à la surface. Oui. Et donc, c'est de s'assurer de respecter les limites. Si la personne qui a subi ces événements dit, écoute, c'est trop pour moi, je ne peux plus en parler, c'est important de ne pas insister. C'est important de ne pas dire, écoute, vous devez en parler, ça va vous aider d'en parler. Oui, on peut en parler en quelques mots aujourd'hui. Mhm. Demain, ça sera en quelques phrases. Après-demain, ça sera en quelques paragraphes. Et peut-être des conversations longues vont suivre. Donc, c'est de respecter le rythme de la personne qui a subi ces violences, de l'accueillir dans le non-jugement, évidemment. Cette curiosité, je la trouve saine si Mhm. elle fonctionne pour accompagner la personne, lui fournir, encore une fois, le soutien que nous pouvons, que nous sommes capables de fournir. Donc, je pense qu'il y a de la place pour cette curiosité, mais Mhm. nous devons toujours nous assurer comment l'autre vit cette conversation avec nous. Oui. Et cette expérience qui est quand même particulière, qui est profondément blessante, n'est pas seulement individuelle. Lorsqu'on réfléchit justement, par exemple, à l'enfant du viol de guerre, Mhm, cet individu porte en lui, en elle, les traces de ce viol, de cette mhm, transgression mhm, sociale mhm, pour le reste de sa vie.
C'est pas temporaire, là. Exact. C'est leur être, leur Mhm, corps mhm, porte des traces. Et exact. donc, il y a un bris ici Mhm, de tabou social mhm, par son existence même. exact. Donc, quel est l'avenir de ces enfants Mhm, du viol? mhm, Où peuvent-ils vivre? mhm, Où peuvent-ils exister? mhm, Est-ce qu'ils sont portés à quitter, mhm, par exemple, leur communauté, mhm, se réinventer ailleurs? mhm. Alors, plusieurs solutions. Vous venez de proposer quelques Oui. éléments qui peuvent fonctionner. Souvent, dans les communautés les plus reculées notamment, ces enfants vont être obligés d'aller se faire une vie ailleurs, où ils vont devoir se créer une nouvelle identité. Mhm. Sinon, en restant dans le même milieu, l'identité de l'enfant de violeur colle. Et c'est une identité qui lui cause beaucoup de limites au niveau de relations sociales, au niveau même de son développement de manière générale. Donc oui, c'est souvent quelque chose qui va se produire. Ils vont aller se réinventer dans Mhm. d'autres communautés. Euh, Comment ces enfants vivent euh, cette, cette manière de venir euh, dans ce monde, je dirais c'est difficile, tout d'abord. Il faut Oui. le reconnaître que c'est une expérience difficile, une expérience qu'on ne peut pas oublier. Ça les suit partout. C'est pourquoi moi, je dis toujours, des expériences traumatiques de manière générale, on n'en guérit pas totalement, on apprend à vivre avec. Mhm. Si on peut parler de guérison, ça veut dire on a appris à faire la paix avec la partie de soi qui voudrait, par exemple, ne pas exister à cause de ce qu'on Mhm. a vécu. C'est parce qu'on a acquis ou on a développé, grâce à l'aide ou même grâce à ses propres démarches, des outils pour faire face à des pensées intrusives, Mhm. à des déclencheurs de, euh, de stress, d'anxiété reliés à ces événements. C'est parce qu'on a appris à se faire entourer, bien entouré par des Mhm. personnes qui nous soutiennent. Voilà, c'est ce qui pourra permettre à la personne de vivre avec ses expériences ou de vivre malgré ses expériences et surtout de développer de mécanismes qui lui permettront, parfois on va parler euh, on va entendre des expériences, des gens qui disent je me sens plus fort grâce au travail que j'ai fait et parfois je me sens plus fort parce que je suis passé par ces expériences. Évidemment, ce n'est pas pour dire que je suis fier d'être passé par là, Mhm. mais c'est juste de reconnaître le parcours qu'on a fait, de reconnaître les efforts qu'on a fait individuellement, de reconnaître les efforts qu'on a eu, les ressources autour de nous nous ont permis d'acquérir, de mobiliser et de dire, je vais focaliser sur les forces que j'ai développées maintenant Mhm. et ces forces vont me permettre, vont servir de bouclier face à, ces, à des, peut-être des souvenirs, des événements de retraumatisation. Et évidemment, je pense à la question existentielle de tout ado. J'ai pas demandé à naître dans ce corps, dans cette société, dans cette famille. Et là, on imagine quand même où vous êtes témoin de Ouais. situations euh, véritablement Mhm. existentielles. Mhm. Qu'en est-il des enfants du viol? Donc, c'est-à-dire la deuxième génération, la troisième Mhm. génération. Est-ce Mhm. que ça se règle, entre guillemets, éventuellement? Mhm. Ou est-ce que ce trauma traverse quand même Mhm. la société et les Mhm. familles à Mhm. jamais? Alors, le traumatisme intergénérationnel, c'est un phénomène vrai. C'est un phénomène où les personnes qui sont nées des survivants, des parents survivants, Mhm. vont exhiber des réactions, des symptômes de schéma traumatiques. Donc, c'est un phénomène vrai. Ça peut traverser plusieurs générations, évidemment. Et surtout, si la personne, notamment ici le parent, n'a pas su se faire aider, n'a pas su
mobiliser les ressources. On n'a pas eu cette opportunité d'y accéder aussi pour s'assurer de réguler, de s'autoréguler face à ça et par conséquent de ne pas passer le traumatisme à ces enfants. Donc, lorsque cela ne se produit pas, oui, les enfants payent le prix aussi. Oui. Même les petits-enfants payent le prix. C'est dans la manière d'élever ces enfants. On n'a pas eu la chance, dans le cas des survivants, d'apprendre à mieux, à être un meilleur parent. Et donc, on va les élever de la manière qu'on connaît et de cette manière informer des blessures. Et on va passer ces blessures. Et ces enfants vont aussi passer ces blessures à d'autres enfants. Et l'environnement peut avoir des effets aussi, même sur des aspects biologiques, sur l'ADN, qui vont aussi transmettre ces traumatismes aux générations futures. Oui. Donc, Donc, cette arme de guerre est efficace et insidieuse pour très, très, très longtemps. Absolument. Et c'est ce qui est visé d'ailleurs dans ce contexte-là. On sait que, et ce n'est pas banal ce que j'ai dit, mais lorsqu'on utilise, par exemple, les cartouches, on pourrait atteindre une victime. Évidemment, il y aura un deuil qui va s'ensuivre au niveau de famille, au niveau de la communauté. Mais lorsqu'on attend une femme, lorsqu'on viole une femme, on viole une fille, et parfois même des hommes et des garçons, on atteint les valeurs, on atteint l'ordre sur lequel repose cette communauté, cette société. Et ça va perdurer dans le temps. Ça va perdurer dans les relations sociales de ces survivants et de leur communauté, donc de personnes autour d'eux. Vous êtes psychothérapeute. Vous proposez des solutions essentiellement de counseling, de discussion. C'est pas tout le monde qui a accès ou qui a cet instinct ou ce désir d'être confronté à soi-même, à son passé. Y a-t-il traditionnellement des rites purificateurs, des façons de faire dans les communautés où on passait outre cette situation victimaire? Je pense à la victime du viol, par exemple, qui va souvent être ostracisée, qui va être vraiment mise à l'écart. Y a-t-il moyen de réintégrer traditionnellement, mais aussi aujourd'hui, est-ce qu'on a d'autres rites purificateurs? Vous avez fait référence à la transgression des tabous au début. Oui, cette transgression des tabous, ici on parle de tabous sexuels, peut étiqueter, lorsque c'est interprété dans le contexte culturel, peut étiqueter la victime comme n'étant plus pure, comme étant souillée, comme portant, je dirais, une tache chez elle, comme portant un contagion. Et donc, ça va faire que certaines personnes vont vouloir s'en éloigner, ne pas les approcher, ne plus être en relation avec eux. Alors, dans des contextes comme ceux-là, il y a évidemment des manières de faire. Pour la société, vous avez mentionné les rites de purification, qui serait alors une manière de réintégrer la personne dans sa communauté. Une manière de refaire de la place à cette personne comme membre appartenant à sa communauté. Parce que l'inverse, lorsqu'il y a transgression des tabous, la personne a été vue comme présentant un danger pour cette communauté. Et donc, on ne s'en débarrasse pas, on ne s'en éloigne pas parce qu'on est méchant, on s'en éloigne parce qu'on a peur. On a peur de ce qui pourrait nous arriver tous si on continue à transgresser le tabou par le contact avec l'interdit. Et l'interdit devient alors cette personne qui porte en elle les éléments de tabou. Alors, ces rites visent évidemment de les réintégrer. C'est comme une manière de rédemption de ces gens, de les ramener dans leur mérite d'être membres de leur société. Donc, voilà, dans certains coins, ça fonctionne. Moi, comme membre d'une communauté qui fait recours à ces rites de manière lointaine, je peux quand même y jeter un regard critique parfois. Je me dis, éthiquement, je me vois
je trouve ça difficile d'imposer certaines pratiques à la personne qui a vécu des atrocités, de lui imposer, par exemple, de pénalités, de lui imposer, par exemple, de pénalités financières Ah pour se bon? procurer, par exemple, les aliments qui vont accompagner ces rites, parce que lorsqu'on parle de ces rites, sans entrer dans les détails, parce que ce n'est pas mon expertise, Mhm. mais je sais qu'il y a un aspect de partage communautaire et le partage notamment de repas qui va consacrer la réintégration de cette personne au sein de sa D'accord. communauté. Donc, nous vous acceptons, nous pouvons encore communier avec vous, mais vous devez être responsable, vous devez assurer que cela se produit, donc mobiliser des fonds. Alors, Hmm. cet aspect, moi, je le trouve, ça me dérange Oui. éthiquement. Donc, on est mis au banc, mais on se Ouais, rachète exactement. par, par un repas communautaire. Notamment, oui. Mhm. Mais est-ce que ça a une réelle portée ou est-ce que la trace va demeurer à jamais? Évidemment, il y a une portée au niveau de l'acceptation sociale. Oui. L'acceptation sociale, c'est important dans certaines communautés, surtout des communautés, des sociétés communautaristes, Mhm, mhm. où je suis parce que nous sommes. Je suis pas, je Oui. n'existe pas sans l'autre. Oui. Donc, avec ça, oui, il y a des avantages, il y a des bénéfices. Cependant, les traumatismes, c'est une expérience relationnelle, mais ces effets, on les vit de manière individuelle Mhm. et parfois dans l'isolement. Alors, je dirais, si ces rites peuvent aider la personne à avoir une autre perception, à changer la perception sociale vis-à-vis de cette personne, Hmm. il y a du travail, il y aura du travail à faire et que moi je trouve plus faisable à travers une psychothérapie. Oui. Et donc, dans certains endroits, c'est difficile d'accéder à la psychothérapie et dans d'autres, c'est parce que la personne ne connaît pas le bénéfice de la psychothérapie. Et quelles sont les alternatives? Euh, Parce que certaines personnes vont résister Ouais, pour toutes sortes de raisons qui ouais, leur appartiennent. ouais. Moi, je viens de terminer une recherche sur la perception de la souffrance psychologique euh, au sein de la diaspora afro-canadienne. Mhm. Et je peux dire que oui, j'ai entendu des témoignages des gens qui ne sont pas à l'aise Mhm. Mhm. à faire face à eux-mêmes dans une psychothérapie. Il y a des alternatives, de manières de faire que ces gens m'ont partagé. Euh, Même si on a dit l'homme est un loup pour l'homme, Mhm. mais parfois l'homme c'est aussi peut avoir une écoute ou peut procurer une qualité relationnelle guérissante Mhm. pour cette personne-là. Donc souvent ces gens vont se tourner vers d'autres personnes de confiance, notamment des amis qui peuvent avoir une bonne écoute, des amis qui peuvent non seulement procurer l'écoute, mais peuvent aussi procurer des solutions concrètes. Par exemple, si je suis à minuit, finalement, je n'arrive pas à dormir avec des souvenirs vraiment difficiles, je fais appel à un ami qui, heureusement, prend l'appel. Cet ami pourrait même m'encourager et dire, écoute, au lieu de rester vous-même dans votre appartement, venez, vous pouvez Mhm. passer Mhm. la nuit Mhm. chez moi et demain, on pourra voir comment, quoi faire, en tout cas pour vous trouver de l'aide. Ce que le psychothérapeute ne pourra, ne pourra pas faire, par exemple. Il est OK, je limité comprends. dans Oui. son temps. Donc, ces solutions comme le soutien social à travers les amis, à travers des membres de famille, c'est un soutien crucial aussi pour ces personnes. Euh, il y a d'autres ressources, des gens qui vont se tourner vers leur spiritualité, par exemple, Mhm. qui vont se tourner vers leur leader spirituel et vont trouver du sens, vont essayer de faire du sens de cette expérience et aussi de faire une forme de dépôt, plutôt de transfert de cette souffrance vers une puissance, vers un pouvoir, vers une transcendance pour en amoindrir la lourdeur. Parce que c'est difficile à porter seul. Et Mhm. lorsqu'on sait que on a du soutien, notamment à travers sa spiritualité, ça vient amoindrir au moins la lourdeur, ça vient rassurer, ça vient procurer une forme de soutien
permanent, à n'importe quel temps, on peut y accéder et c'est un soutien inconditionnel aussi. Donc, des alternatives existent. Si on a cité les rites, on peut citer le soutien social, on peut citer le recours à la spiritualité, on peut citer la créativité que la personne peut aussi avoir. Hein. Oui, Donc, oui. comment prendre soin de soi. Il y en a qui vont le faire par le dessin, par des activités artistiques. Mhm. Il y en a qui vont le faire par la méditation. Non, il y a plusieurs moyens d'y faire face et la majorité de moyens ne coûtent pas de sous. Donc, C'est vrai. ça c'est, je dirais, c'est prometteur hein, pour dire que c'est lourd l'expérience, Mhm. mais lorsqu'on a pris conscience de comment s'y prendre, ça peut être, on peut vivre avec. Oui. Je repense à la violence du geste et à la violence symbolique Mhm. de ce geste du viol de guerre Mhm. qui vise à, en quelque sorte, humilier, Mhm. émasculer Mhm. aussi les hommes de la Mhm. communauté, tout en blessant les Mhm. femmes et en introduisant Mhm. un sentiment d'insécurité. Mhm. Mhm. Ça me semble un problème aussi profondément de Mhm. masculinité Mhm. à la base. Mhm. Euh, Mhm. qu'est-ce qu'on peut faire Mhm. aujourd'hui par Mhm. rapport à cette question-là? Mhm. Mhm. Symboliquement et psychologiquement, tout repose sur cette masculinité finalement non seulement toxique, mais d'une profonde violence. Vous le dites bien, et moi je dirais que la question de masculinité qui se résumerait par des comportements stéréotypés, hein, Oui. dont, auxquels plutôt s'attend une société face à ces hommes. Mhm. Parmi ce comportement stéréotypé, il y a la protection. L'homme doit protéger. L'homme doit pouvoir, mais surtout protéger les personnes vulnérables. Et les personnes vulnérables dans la vie de l'homme, c'est tout d'abord la femme et ses enfants. Et lorsque on a pris en otage, lorsqu'on a touché aux personnes que vous êtes censé protéger et vous retrouvez dans une faiblesse, dans l'incapacité de les défendre, ça vous réduit, hein, ça remet en question Oui. votre rôle comme homme. Donc oui, le viol vise ça aussi, vise l'humiliation, vise un message pour dire que je suis plus fort que vous et je peux prendre ce que je veux, ce qui vous appartient le plus cher. Et ici, je pèse le mot appartenir, pas dans le sens d'objet, mais plutôt dans le sens de relation. Je peux y toucher et vous allez observer impuissamment parce que vous êtes impuissant. Et Oui. ça touche à ça. Qu'est-ce que nous, on peut faire? Moi, j'aimerais conceptualiser ça au-delà de la masculinité, pouvoir homme, donc masculin, mais plutôt Mhm. pouvoir l'humain, citoyen. Lorsqu'il y a viol de femmes et de filles, il n'y a pas que les hommes qui sont humiliés, c'est toute la nation, c'est toute la société qui est humiliée. Oui. C'est la mère de cette fille, c'est la fille de cette mère aussi. Et donc, chacun peut y apporter une contribution dans l'éducation. Ça serait quoi les mesures à prendre pour tout d'abord mettre fin à ces pratiques-là? Dans un contexte de guerre, on est ici au Canada, on n'a pas la guerre, mais comme je l'ai dit au début, nous sommes exposés d'une certaine manière, de manière indirecte parfois, mais aussi de manière directe par la présence directe sur le terrain à travers notre mission, à travers notre contribution, à travers nos contributions des troupes ou même de financement. Mhm. Je dirais alors comment nous, Canadiens, pouvons nous assurer euh, d'imposer d'exiger certains comportements qu'on va alors appeler stéréotypés, si on va l'appeler masculinité positive dans ce cas-là. Oui. Mais là, je vais encore une fois au-delà de la masculinité comme faisant référence au sexe masculin. Oui. Mais les gens avec lesquels nous allons travailler, est-ce qu'on peut exiger à ce qu'ils puissent exhiber des comportements, mettre en place des mesures protectrices, que ce soit au niveau des gouvernements, que ce soit au niveau des organisations avec lesquelles on va coopérer,
on peut faire en sorte que nous, nos actions sont intactes de toute complicité hein, de ces gestes-là. Alors, le citoyen canadien ordinaire a un pouvoir. Il peut s'informer hein, sur ce que fait son gouvernement. Il peut s'informer sur ce que font ses délégués. Mhm. Et les Canadiens ont un passeport très fort. Donc, nous voyageons à travers ces pays. Nous sommes témoins directs de ces récits. Nous pouvons, et il y en a qui le font d'ailleurs, Ouais. être de bons porte-parole, des activistes pour que chacun, dans sa manière, dans sa capacité, puisse militer à ce que cette pratique puisse cesser ou au moins pour que les personnes qui se rendent coupables de ces pratiques soient tenues responsables et qu'on mette fin à l'impunité notamment. Et je crois que oui, nous pouvons utiliser de nos forces, si on va l'appeler une forme de masculinité ou plutôt de comportement attendu de nous. Mhm. Je crois que nous avons chacun un niveau de pouvoir et d'agir. Soyons à la hauteur Exactement. par notre comportement, Mhm. par nos paroles, par nos attentes les Exactement. uns envers les autres. Exactement. On entre dans une époque peut-être un peu brutaliste aussi. Mhm. Vous décriviez tout à l'heure Mhm. cette masculinité qui prend et qui domine. Mhm. Et politiquement, c'est un peu ce qu'on voit à l'international en ce moment. Exactement. On a un choix à faire aussi au Canada. Donc, Ouais. de quelle société avons-nous envie et Exact. besoin, surtout? Exact. Vous êtes d'origine congolaise, Exact. Ouais. Bouma. Mhm. Vous avez vécu la guerre. Ouais. Vous êtes aujourd'hui donc professeur, Mhm. psychothérapeute, père, Mhm. époux. Mhm. Vous avez une belle vie ici à Ottawa. Euh, comment faire, comment concilier cette normalité, entre guillemets, ce bien-être familial, social, et le sujet que vous portez, le travail que vous faites avec des victimes, justement. Mhm. Comment arrivez-vous à vivre avec ça Mhm. et qu'est-ce qui vous motive à poursuivre? Je dirais que tout d'abord, j'ai un privilège Mhm. d'être ici, Mhm. d'avoir les occasions, les opportunités de me perfectionner, de travailler sur moi et de voir le résultat de cela qu'on venait de le décrire. Je peux humblement dire que mon récit, ce qui est le récit de plusieurs personnes d'autres, Mhm. est une preuve que même les survivants ont le droit d'exister, Mhm. ont le droit de se créer une vie différente si nous leur donnons accès à l'opportunité. Oui. Et donc, concilier mon récit, mon passé, moi je connais la guerre depuis que j'ai 16 ans. Donc, Ah oui. et quand je dis connaître la guerre, ça veut dire en être témoin direct de ces atrocités. Je me suis gardé un lien avec cette expérience, un lien, oui, nourri par mon expérience à moi-même, sachant que c'est vraiment difficile Mhm. de passer à travers la guerre et sachant que les personnes qui sont dans la guerre auraient besoin d'aide. Alors, comme je suis en mesure peut-être de prêter ma voix, de prêter ma pensée à ces communautés-là, je continue à m'intéresser à leur sort, notamment à travers ma recherche, et parfois à travers des événements comme des ateliers, des séminaires auxquels je peux participer ou que je peux animer. Et pour moi, ça me donne quelque chose que je remarque souvent chez les survivants lorsque je leur parle, quand je leur pose la question, c'est quoi votre raison de participer à ce qu'est-ce que ça vous procure? Et la réponse qui vient souvent est que, au moins, je participe à rendre la vie de quelqu'un meilleure. Mhm. Comment je le fais? Je partage mon expérience et donc j'outille les personnes qui s'en occupent. Et donc, je vais normaliser quelqu'un qui va m'entendre et qui va dire, ça ressemble à mon expérience aussi. Et donc, je ne suis pas seul. Ça D'accord. procure une certaine validation.
Et lorsque je peux faire cela, comme tout survivant, comme toute survivante, moi, je contribue à la lutte. Et ça me valorise, ça me valide aussi dans mon expérience. Donc ça donne de la force. Ça me donne de la force. euh, et ça me permet évidemment de concilier l'expérience. Les expériences ont été là, les expériences sont encore là, pour beaucoup de gens d'ailleurs que je connais. Mais lorsque je ne me tais pas, lorsque je prête cette voix, je contribue à rendre le monde un tout petit peu meilleur qu'il pourrait être si tout le monde se taisait. Donc, voilà, ça m'encourage. Et c'est extraordinaire. Vous êtes porteur investi d'une mission, en quelque sorte. Et par votre voix, vous donnez voix aux autres. Bouma Maïcha, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous ces réflexions sur un sujet extrêmement difficile. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci. Si cette conversation vous a poussé à réfléchir, restez avec nous pour notre prochain épisode où nous explorerons les langues des signes et leur rôle dans la société contemporaine, en particulier en tant que langue minoritaire. À notre micro cette semaine, Bouma Maïcha. À l'animation, Louis-Patrick Leroux. À la réalisation, Mario Boulian. Cette diffusion est une production des Balados Le Droit en collaboration avec l'Université Saint-Paul. À bientôt pour de nouvelles découvertes universitaires.